Bonjour chers frères et sœurs, nous allons poursuivre la série de vidéos sur l'ouvrage du professeur Kwasi Kwaku Simeon, professeur titulaire d'archéologie. Alors son ouvrage est intitulé Côte d'Ivoire côtière, Grand Bassam, Grand Laou, histoire du peuplement à partir des amas coquillers. Voilà. Alors, nous en sommes au chapitre qui parle notamment des scories de fer. Alors, il écrit que l'analyse des scories de fer des sites d'Akandje, non loin de Benjerville, de Bessedi en pays Abidji, de Bakanoua également en pays Abidji, de Yaou en pays Abouré et Lozwa, disons qui est en pays Dida, mais qui est non loin de la zone de Grand Laou, s'appuie sur leurs aspects externes et internes. Voilà. Alors, il procède à l'évaluation de la teneur en éléments métalliques et puis aussi au niveau d'oxydation. Et voilà notamment des types de scories de la Côte d'Ivoire côtière à Grand Bassam comme à Grand Laou qu'il présente. Voilà. Alors, il fait un peu une typologie des scories. Alors, ces scories qu'il présente là sont ceux de Lozwa, Bessedi, Bakanoua, et puis les scories de fer mixte de Lozwa. Hein. Voilà. Alors, donc il fait une typologie. Il y a les scories de fer coulées, les scories de fer coulées et filées. Voici les scories de fer coulées et filées ici. Il y a une représentation. Il y a les scories de fer effilées simplement, qui présente avec cette image-là. Vous avez les scories de fer coulées plus ou moins hémisphériques, les scories de fer compactes, les scories de fer spongieuses. Alors, il y a donc une représentation qu'il fait. Scories de fer coulées plus ou moins hémisphériques. Les voici qui sont là. Ensuite, il y a les scories de fer coulées plus ou moins hémisphériques. Là encore une image de ces scories de fer là. Et puis les scories de fer spongieuses. Voilà une image de ces scories de fer spongieuses. On voit que c'est un travail de fer, c'est un travail vraiment fouillé que le professeur Kwasi Kwaku Simeon a fait, a réalisé. Et puis il y a les scories de fer mixtes. Alors vous avez aussi une représentation. Il y a deux images de scories de fer mixtes. Voilà une première représentation. Voilà une seconde représentation. Voilà. Ce sont des scories de fer mixtes. Et puis il y a des fragments de tuyères et de parois qu'on trouve notamment à Lozwa dans la zone église catholique. Voilà la représentation. Vous avez aussi au niveau de la photo 6 la structure interne de deux scories de fer provenant de Lozwa. Les images parlent plus que les paroles. Voilà la représentation. Alors au niveau du chapitre 6, de la troisième partie, il aborde le cadre de référence global des sites de Côte d'Ivoire côtière, de Grand Bassam et de Grand Laou.
Alors, le professeur Kwasi Kwaku Simion écrit « La compréhension du système coquillier de Côte d'Ivoire en rapport avec l'analyse des époques de peuplement de la Côte d'Ivoire s'appuie sur l'ensemble des vestiges exhumés par nos prédécesseurs et nous-mêmes. L'analyse du rapport site coquillier, site déserté et site métallurgique de la Côte d'Ivoire, Grand Bassam, Grand Laou, dans un premier temps, s'accorde à présenter le caractère unitaire des sites par rapport à l'aspect lacustre de l'environnement. Puis, dans un second temps, dans une reconstitution historique du passé de la zone à travers l'analyse du cadre chronologique. Alors, il parle des similitudes des sites coquilliers, des sites désertés et des sites métallurgiques. Alors, l'analyse des similitudes entre les grands ensembles de sites identifiés est une réflexion sur le cadre physique et le façonnage des céramiques en ce qu'ils ont de ressemblant. Nous nous appuyons sur les artefacts provenant de l'Ozoa, de Songon Dagbe et du rivage à l'Agent. Alors, Songon Dagbe, c'est dans le district d'Abidjan. Hein, et du rivage à l'Agent, c'est-à-dire les zones de Grand Jacques, hein, et Abrebi. Voilà. Grand Jacques et Bordeaux-Ladjan, en fait. Alors, donc, il essaie d'indiquer un peu l'état de recherche, hein, de ces amas coquillers-là dans ces zones. Alors, il dit qu'il y a une similitude au niveau de l'environnement, hein, notamment les sites côtiers de Grand Bassam, les sites côtiers, pardon, de Grand Bassam, de Grand Laou, hein, sur le plan physique. Voilà. Alors, il indique à l'Ozoa, il y a des sites de réduction de fer qui sont remarquables par leur nom. Ils jouent toujours des sites coquillers. Voilà. Donc, il y a comme une combinaison de sites, hein, sur le travail du fer et puis aussi sur les amas coquillers. Alors, il indique à son avis la compréhension du phénomène métallurgique dans ces conditions à l'Ozoa ne peut se faire en dehors de celle des amas coquillers. Songon Dagbe et Grand Jacques, dans ce contexte, sont des références de par les renseignements sur le cadre général qui a entouré la mise en place des sites proches des lagunes qu'ils apportent. Leur production céramique donne, pour ce qui concerne cette présente étude, des éclaircissements sur les aspects chronoculturels de l'Ozoa. Voilà. Alors, donc, il parle de similitudes au niveau céramique, au niveau des formes, au niveau des décors. Voilà. Et maintenant, ce qui est très important pour nous les historiens, il essaie de faire, disons, un essai de chronologie des types de sites archéologiques de la Côte d'Ivoire côtière, Grand Bassam, Grand Laou. Alors, il indique que pour une meilleure approche, il va présenter premièrement le cadre général de sa réflexion et en second lieu, l'identification des séquences culturelles par type de site. Alors, donc, il fait une présentation du contexte général. Et puis, concernant la chronologie des sites de la Côte d'Ivoire côtière, Grand Bassam, Grand Laou. Alors, les datations de certains amas coquillers de notre zone d'étude ont été obtenues grâce à l'analyse des industries humaines et d'autres fragments de charbon relevés en stratigraphie. Alors, il indique que Raymond Moni, par ce biais, situe l'âge global de ces amas coquillers à 3580 avant Jésus-Christ, soit de 1630 avant Jésus-Christ à 1300 après Jésus-Christ. Vous voyez, 1630 avant Jésus-Christ. Donc, c'est ça qui montre que ces régions ont été peuplées très anciennement. Et ça, c'est intéressant pour nous les historiens. Alors, il y a Robert Chenorkian qui a obtenu une chronologie de l'ordre de 2000 à 2400 avant Jésus-Christ pour certains échantillons de Songon Dagbe, hein, dans le district d'Abidjan. En allant vers Dabou, sur la route de Dabou, Songon Dagbe était aujourd'hui une sous-préfecture.
Ce sont des zébriers qui s'y trouvent. Voilà, les zébriers songons. Les tchamans songons. Alors, il dit qu'il ressort que les amas coquillers de la Côte d'Ivoire côtière, Grand Bassam, Grand Laou, remontent au néolithique ou l'âge Late Stone Age, 3000 ans avant Jésus-Christ à 500 ans après Jésus-Christ. Ces amas coquillers, preuve de l'instauration d'une économie adaptée à l'exploitation des lagunes et de la façade atlantique, ont été globalement constitués entre 1500 avant Jésus-Christ et 1500 après Jésus-Christ. Ils constituent de ce fait les témoins par excellence de la transition de la période néolithique à la période proto-historique des zones lagunaires, des régions côtières et de quelques territoires à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. À partir des similitudes relevées au niveau de l'environnement et de la céramique des sites étudiés, nous pensons que le site de Lozoua, qui par ailleurs renferme un nombre important de sites métallurgiques, pour une meilleure compréhension, devra être analysé dans la même perspective que Songon Dagbe et les autres sites coquillers de la Côte d'Ivoire lagunaire. L'origine inconnue des auteurs des scories de fer et des amas coquillers par les Dida de Lozoua milite en faveur de ce choix. À cela, donc vous voyez, les Dida de Lozoua disent que ce n'est pas eux qui ont fait ça. Mais moi, personnellement, je pense que les négris, c'est-à-dire les pygmées, les premiers habitants de nos forêts, sont certainement ceux-là qui l'ont fait. Alors, ceux qui se réclament descendants directs de ces pygmées ou négris, ce sont les Gbans, qu'on appelle ordinairement les Gagous, qui sont dans la région d'Oumé. Moi, personnellement, c'est ce que je pense. Voilà, c'est l'hypothèse que j'émets. À cela s'ajoute le fait qu'il existe une différence notable dans cette localité entre les céramiques des sondages et celles datant des environs des années 1930, époque où prend fin la production céramique. Vous voyez. À l'instar de Jacquesville, sur le rivage aladien, on remarque donc que la tradition orale qui mentionne que les populations qui habitent Lozoua d'aujourd'hui sont les premières à avoir occupé le site par le biais de leurs ancêtres communs, connus, ne résiste pas aux preuves de l'archéologie. Ah, vous voyez? C'est ça. Donc l'archéologie a des données beaucoup plus précises. Cette affirmation doit être, à notre avis, plutôt comprise sous l'angle des traditions d'autochtonie dont sont friands tous les peuples visités. Ah oui, parce qu'il y a des enjeux de terre. Voilà. La terre aujourd'hui coûte très cher. Et donc on veut prétendre qu'on est les premiers sur le site pour dire que oui, par rapport à l'antériorité de l'occupation du sol, donc c'est nous qui avons droit à la propriété sur le sol. Voilà un peu le problème que ces choses-là posent. Ces questions posent. Voilà, donc c'est cela. Alors, gardez à l'esprit ces interrogations, c'est consolider davantage les acquis pour cerner l'origine des amas coquillers. Concernant cette question, débat toujours renouvelé du fait de la complexité de ce phénomène archéologique, il ressort sur la base des objets lithiques, des céramiques, de l'industrie, de l'os, des bijoux et du façonnage de certains coquillages témoins de l'activité créatrice de l'homme, que l'homme, dans l'intervalle Grand Bassam, Grand Laou, a pris une part active dans leur édification. Le facteur de l'entassement de ces amas coquillers, objet de polémique, est ici tranché en faveur de la thèse de leur origine anthropique. En effet, en 2000, lors de notre entretien à ce sujet avec M. Dibéi François, il est ressorti que ces coquillères sont le résultat d'un regroupement systématique par les hommes à des endroits précis. Ceci pour éviter qu'ils ne blessent aux pieds par le fait de leur éparpillement, tous azimuts par les enfants. Ouais, nos ancêtres étaient soucieux du bien des enfants et de la santé des gens. Voilà. Donc ces amas coquillers-là, le reste n'était pas jeté n'importe où. C'est à des endroits précis pour que les gens ne se blessent pas. Voilà, donc c'est ce qui est dit ici. Voilà. Alors, il parle d'un autre notable, M. Bogré Moïse, qui affirme en substance que le génie Fouyamba, ça dit c'est un esprit, propriétaire de la terre, chassa la mer et lors de son retrait, elle laissa des tas de coquilles.
Ça rejoint maintenant les légendes. Ça rejoint maintenant, ça devient maintenant de la légende. Et ça, on peut pas trop s'y fier. On peut pas trop s'y fier. Alors, il parle de dépôts élevés. Le professeur Kwasi Kwaku Siméon. Il parle du site de Bessedi, en revanche, qui pourrait être situé dans une phase chronologique beaucoup plus récente. En effet, les pipes à fumer exhumées et les données de la tradition orale portant sur le peuplement de la région nous permettent d'affirmer que ce site ne doit pas être antérieur à 1600. Donc, ça dit au XVIIe siècle. Et ça, c'est tellement juste parce que sur la côte de l'Or, les pipes qui ont été trouvées là-bas aussi datent du XVIIe siècle. Ça date du XVIIe siècle. Voilà. Il n'y a pas de hasard. La science, c'est vraiment la science. Alors, il écrit ici, des pipes semblables. Au numéro 1, photo 3, peut-être qu'on a déjà montré. Je ne sais pas si on les a déjà... Oui, je pense qu'on les a déjà montrés. Étudiés au Bénin actuel, ont été datés de la première moitié du deuxième quart du XVIIIe siècle. Des pipes similaires, quant à elles, ont été exhumées en Côte d'Ivoire, d'une part dans les niveaux 4 et 3 à Kong, des sondages 12 et 17, d'autre part dans le niveau 2 sur le site de Labiné 2. Les datations obtenues pour les deux sites sont les suivantes. 350, 120 avant Jésus-Christ, soit 1600. Bon, là, c'est un peu compliqué. Je pense que avec tous ces plus ou moins, etc., là, je saurais le dire. Alors, cette analyse des sites archéologiques de la Côte d'Ivoire, Grand Bassam, Grand Laou, nous a conduit à plusieurs remarques. En effet, nous nous sommes rendus compte de similitudes frappantes entre des sites localisés dans une zone géographique aussi étendue et variée au plan linguistique par rapport aux modalités de peuplement subactuelles. Cette situation ouvre pour la Côte d'Ivoire côtière, Grand Bassam, Grand Laou, des perspectives de définition d'un cadre cohérent et fédérateur d'analyse des grands types de sites connus et des vestiges qui leur sont associés, à savoir témoins du travail du fer et surtout céramique qui se retrouvent à la fois dans les coquillères et dans les amas de scories de fer. Revenons aux cas qui nous ont guidés, des points communs tant au niveau des sites que de la culture matérielle de Songon Dagbe, Grand Jacques, c'est-à-dire Bodoladjan, Abrebi et Lozoa ont abouti à classer le dernier site, forte concentration de sites métallurgiques dans le vaste ensemble des amas coquillés. Cette démarche permet également de mettre en évidence pour la zone d'étude, du point de vue chronologique, deux types de sites. Il s'agit premièrement des sites anciens sur lesquels repose un peuplement plus récent à l'image de Lozoa et deuxièmement à des sites récents comme Bessedi B dont le peuplement coïncide avec la période des grandes migrations en Côte d'Ivoire. Voilà. La relation archéologie-tradition orale a fait ressortir également certaines remarques. En effet, si la recherche archéologique dans les régions parcourues ne peut se départir de la tradition orale, celle-ci pourrait en retour bénéficier du concours de l'archéologie pour son toilettage en vue de la rendre encore plus utile à l'histoire. Pour ce faire, la poursuite de recherche dans la quête de datation absolue s'impose. Oui, merci professeur Kwasi Kwaku Siméon pour ce titulaire d'archéologie. Vous voyez que vraiment, nous les historiens, on en a besoin. Moi, le fait qu'on dise que les sites là, disons, dans la zone de Betsedi, c'est-à-dire en pays Abidji, c'est assez récent. Ça ne m'étonne pas. Voilà, parce que c'est des peuplements qui ont eu lieu entre les 17e et 18e siècles. Et aussi, le fait qu'on a une certaine continuité de la céramique, parfois, et des scories de fer et de la métallurgie. Soit il y a deux possibilités. Soit il y a des emprunts, soit c'est le même peuple, c'est le même groupe humain qui a fait tout cela. Mais moi, je vous le dis, souvent les négris, les pygmées se déplaçaient en permanence dans la forêt. Parce que beaucoup étaient des chasseurs-cueilleurs. Voilà.
Alors donc, j'ai fini ainsi la présentation de l'ouvrage du professeur Kwaku Kwasi Siméon. Bon, je vous épargne un peu la conclusion générale. Hein. Voilà. Donc, nous avons fini la présentation de l'ouvrage d'archéologie du professeur Kwasi Kwaku Siméon, intitulé Côte d'Ivoire côtière, Grand Bassam, Grand Laou, l'histoire du peuplement à partir des Amakoké. Je dis merci au professeur Kwasi Kwaku Siméon parce que les datations qu'il donne sont vraiment intéressantes pour nous les historiens. Et je pense que les historiens qui travaillent sur le peuplement de la Côte d'Ivoire doivent se saisir de cet ouvrage-là, l'utiliser surtout concernant la chronologie et les faits importants qu'il indique sur ces vestiges archéologiques, que ce soit au niveau de la céramique, que ce soit au niveau de la métallurgie, que ce soit au niveau des Amakoki. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Hier et avant-hier, j'ai deux docteurs qui ont soutenu sous ma direction des thèses. Voilà. Le docteur Aoussi Gisley, qui a soutenu une thèse sur les Dankira intégrés aussi bien à l'ensemble Agni, Baoulé et Ano. Et il y a le docteur Ouattara Mamadi Noumtche qui a soutenu une thèse sur les dégâts qui sont plus connus au Ghana actuel sous le nom de Mo. Et il a bien fait de les indiquer et de les appeler Mo dégâts. Voilà. D'ailleurs, c'est un peuple qui n'est pas très connu. Voilà. Et il y a beaucoup de peuples comme ça. Alors quelquefois, quand j'entends dire qu'il y a 60 ethnies en Côte d'Ivoire, j'ai ri. J'ai dit, mais il y a des petits groupes que les gens ignorent, qui forment des ethnies. Les Sokuya, ils sont entre Bété et puis Gourou. Ils forment une ethnie. Hein? Les Guébiers, ils sont entre Dida et puis Bété. Ils forment une ethnie. Souvent, on les met soit dans les Dida ou bien chez les Bété. Hein? Les Bakwe ou les Siribé, ils forment une ethnie. Le peuple Oubi, et aussi ils forment une ethnie. Ils sont toujours dans la zone entre Soubré et puis les zones de Tabou et San Pedro. Vous voyez? Les Falafala, qui sont perdus au milieu des Sénoufous là-bas, ils forment en fait une ethnie. Les Gbins, ils forment une ethnie. Les Gbins qu'on trouve dans la région de Bondoukou, comme aussi on trouve aussi un peu vers les zones de Kong et de Ferké. Les Gbins. Vous voyez? Il y a les Nabés, hein, qui sont dans la zone de Kong. Donc, il y a des petites ethnies comme ça. Si on veut énumérer toutes les petites ethnies, mais le nombre 60 ou 62 qu'a donné Maurice Delafosse ne tient pas. On va aller jusqu'à peut-être vers 80 ethnies. Mais moi, je peux faire voir tout cela à partir des ensembles. C'est tout. Ensemble Krou, ensemble Mandé, ensemble Gour, ensemble Aka. On voit donc qu'il y a 4 ensembles en général. Et tous ces groupes ethniques s'intègrent dans ces 4 ensembles. C'est ça qui est important. Au lieu de parler de 60, 62 ethnies, etc., ça ne veut rien dire. Ouais, ça ne veut rien dire. Ouais. Et il y a des groupes de petites ethnies comme ça, enfin, qui ne sont pas nombreux numériquement, que les gens ne connaissent pas. C'est petit à petit, par exemple, que les gens sont en train d'entendre parler des Bétibé ou Ewotilé. Vous voyez? Ou des Ega. Hein? Ou des Krobou. Vous voyez? Donc, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Et je vous souhaite un très bon week-end et une très bonne journée.